Joyeux Noël! Wow, on sent la joie sur mon visage et tout, on sent c'est la joie, c'est Noël. J'ai mis une petite guirlande et tout parce que waouh, c'est Noël, c'est trop bien! Non, franchement, allez, ça fait à peu près 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube maintenant et je me suis rendu compte qu'à chaque fois pour Noël, Halloween, Pâques, à Saint-Valentin, Nouvel An, tout ça, je n'ai jamais fait de vidéo spéciale. J'ai jamais fait de vidéo spéciale sur le thème ou sur un thème sur Halloween ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, vas-y, cette année, faut y remédier, faut faire quelque chose. Alors je pensais que ça se verrait pas, mais en fait c'est complètement grillé, que j'ai pas du tout terminé ma robe de Noël, parce que vous vous en doutez, je tourne pas le jour de Noël, un moment en flemme. Et en fait j'ai mis des épingles à la place des boutons parce que j'ai pas terminé les poignets, j'ai des fils qui dépassent de partout, j'ai des épingles qui me rentrent un peu partout dans la peau, j'ai pas terminé le bas de ma jupe, et je me suis maquillée et coiffée alors qu'il est minuit uniquement pour tourner cette vidéo, et après je me démaquille et je vais me coucher. Ouais, ça c'est la bonne humeur de Noël ça. Non, bon allez, trêve de plaisanterie pas drôle. Vous avez vu le titre, la miniature, vous avez compris. Aujourd'hui, pour une vidéo sur le thème de Noël, dans une période de Noël, quel meilleur sujet que Christmas Carol de Charles Dickens. Il y a sûrement plein d'autres meilleurs thèmes, mais j'en ai pas trouvé. Alors aujourd'hui, comme bon nombre de youtubeurs, parce que je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière, et même cette année, je pense à Noël, il y aura des tas d'autres vidéos sur le thème de Christmas Carol, le conte de Charles Dickens, mais j'ai décidé de le faire un peu de manière différente. Sur YouTube, chaque année à Noël, vous pouvez retrouver principalement 3 vidéos différentes qui tournent autour de Christmas Carol. Soit des lectures de contes, chaque année il y en a qui sortent et il y en a des tonnes et des tonnes. Soit des analyses où des gens essaient de décortiquer le conte pour trouver des thèmes, des choses cachées dans le conte, etc. Ou soit des gens qui critiquent, positivement ou négativement évidemment, des adaptations au cinéma du conte Christmas Carol. Enfin, du moins, c'est les 3 vidéos principales qu'on peut retrouver chaque année sur YouTube à la période de Noël. Alors moi, j'avais aussi envie de parler de Christmas Carol, mais je voulais faire ça de manière différente. Voilà, je voulais pas faire quelque chose qu'on peut déjà trouver en millions d'exemplaires sur YouTube et en plus qu'on peut trouver en mieux, parce que je me vois pas faire une lecture de conte, moi qui bégaye toutes les 5 secondes. Donc aujourd'hui on va parler de Christmas Carol, alors je vais faire un résumé rapide du conte, mais évidemment pas du tout complet, donc si vous ne connaissez pas vraiment, voire pas du tout le conte, je vous conseille... Alors j'aimerais bien que vous finissiez la vidéo avant, mais je pense que c'est mieux quand même de quitter la vidéo, d'aller voir le conte entièrement, et ensuite de revenir. Mais après, si vous voulez terminer la vidéo avant de partir, je vous comprends. Aujourd'hui, je vais parler de Charles Dickens et surtout qu'est-ce qui a influencé l'écriture de son livre, comment s'est passée l'écriture, la production avec la maison d'édition, l'accueil que ce livre a reçu et surtout l'héritage qu'il nous a laissé. Donc le conte Christmas Carol a déjà beaucoup de noms différents. Déjà, le nom original est Being a Ghost Story of Christmas. Franchement, avec moi, les accents anglais, les titres anglais, ça va à la poubelle. Qu'on pourrait traduire littéralement par un chant de Noël, mais généralement tout le monde appelle ce conte A Christmas Carol. Donc Christmas Carol est un conte de Charles Dickens publié pour la première fois à Londres en 1843 par la maison d'édition Chapman & Hall et illustré par John Leech. Donc déjà pour poser le contexte de qu'est-ce qui se passait en 1843, Dickens il a écrit Christmas Carol à une époque où les Britanniques exploraient et réévaluaient les traditions de Noël du passé, y compris les chants de Noël et les toutes nouvelles coutumes telles que les arbres de Noël. Donc là tout de suite on passe à un petit résumé du conte, donc je précise c'est un petit résumé de juste quelques minutes, pour rafraîchir la mémoire de ceux qui n'ont pas lu depuis un petit moment, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous risquez d'être peut-être un peu perdu. Vous m'excusez, je remets mes lunettes. A Christmas Carol s'ouvre sur un soir de Noël, sombre et froid à Londres. 7 ans après la mort du partenaire commercial d'Ebenezer Scrooge, Jacob Marley. Scrooge est un avare vieillissant qui n'aime pas Noël et refuse tout bon sentiment. Il refuse une invitation à dîner de son neveu Fred, le fils de sa sœur décédée, Fan. Il refuse 2 hommes qui lui demandent un don pour fournir de la nourriture et du chauffage aux pauvres, mais accepte, qu'à contre-cœur, de laisser son employé surmené et sous-payé, Bob Cratchit, fêter Noël avec sa famille, plié de se conformer à la coutume sociale. Cette nuit-là, Scrooge est visité chez lui par le fantôme de Marley, qui depuis 7 ans est voué à parcourir la terre, enlacé par de lourdes chaînes et des tirelires forgés au cours d'une vie de cupidité et d'égoïsme. Il regrette maintenant d'ignorer les besoins de ses semblables dans la vie, mais il est trop tard pour réparer ses actes. Marley dit à Scrooge qu'il a une seule chance d'éviter le même sort. Il sera visité par 3 esprits et doit en tenir compte, ou bien être maudit de porter ses propres chaînes, beaucoup plus lourdes. Le premier esprit qui rend visite à Scrooge est celui des Noëls passés. Il emmène Scrooge dans les scènes de Noël de son enfance, lui rappelant une époque où il était plus innocent. Les scènes révèlent l'enfance solitaire de Scrooge au pensionnat,
sa relation avec sa sœur bien-aimée Fan et une fête de Noël organisée par son premier employeur, Monsieur Fizwing, qui le traitait comme un fils. Belle, la fiancée négligée de Scrooge, met fin à leur relation, alors qu'elle se rend compte qu'il ne l'aimera jamais autant qu'il aime l'argent. Enfin, ils se rendent à la veille de Noël de la mort de Marley pour rendre visite à une Belle maintenant mariée avec sa grande et heureuse famille. Bouleversé en entendant la description de Belle de l'homme qu'il est devenu, Scrooge demande que le fantôme le retire de la maison. Scrooge, de retour chez lui, est très vite visité par le deuxième esprit, celui des Noëls présents. Il emmène Scrooge à un marché joyeux avec des gens qui achètent les ingrédients du dîner de Noël. Scrooge et l'esprit des Noëls présents visitent également la fête de Noël de Fred et du reste de sa famille, le critiquant allègrement. Puis ils partirent tous deux à la fête de famille de Bob Cratchit, et Scrooge y rencontre toute sa famille, y compris son plus jeune fils, Tiny Tim. Un garçon heureux, mais qui est gravement malade. L'esprit des Noëls présents informe Scrooge que Tiny Tim mourra, à moins que le cours des événements ne change. À peine de retour chez lui, vint le troisième esprit, l'esprit des Noëls à venir. Un esprit sans voix ni visage, aussi flou et imperceptible que le futur. Il décide de montrer à Scrooge un jour de Noël dans le futur. Le fantôme, silencieux, révèle des scènes impliquant la mort d'un homme détesté dont les funérailles sont assistées par des hommes d'affaires locaux uniquement à condition que le déjeuner soit fourni. Sa femme de ménage, sa blanchisseuse et l'entrepreneur local de pompes funèbres volent ses biens pour les revendre. Lorsque Scrooge demande à l'esprit de montrer une personne seule qui ressent de l'émotion face à sa mort, on ne lui donne que le plaisir d'un couple pauvre qui se réjouit que sa mort leur donne plus de temps pour mettre de l'ordre dans ses finances. Lorsqu'il demande à voir la tendresse liée à la mort, le fantôme lui montre Bob Cratchit et sa famille pleurant la mort de Tiny Tim. L'esprit lui permet alors de voir une tombe négligée, avec une pierre tombale portant le nom de Scrooge. En sanglotant, Scrooge s'engage à changer ses habitudes. Scrooge se retrouve réveillé le matin de Noël en homme changé. Il fait un don important à l'association caritative qu'il a rejetée la veille. Envoie anonymement une grosse dinde au Cratchit pour le dîner de Noël et passe l'après-midi avec la famille de Fred. Le lendemain, il donne à Cratchit une augmentation de salaire et devient une figure paternelle pour Tiny Tim. Dès lors, Scrooge traite tout le monde avec gentillesse, générosité et compassion, incarnant l'esprit de Noël. Voilà, alors j'espère que ce petit résumé vous a plu. Maintenant, on va parler de Charles Dickens, comment il a écrit ce livre de A à aujourd'hui. Alors d'abord, ses influences littéraires. Alors déjà, vous devez vous en douter, Dickens n'a pas du tout été le premier auteur à célébrer la saison de Noël dans la littérature. Parmi les auteurs antérieurs qui ont influencé Dickens, il y avait Washington Irving, qui a écrit un livre de 4 essais sur de vieilles traditions anglaises qu'il a connues. Alors plusieurs autres travaux ont pu potentiellement influencer Dickens dans l'écriture de Christmas Carol, y compris 2 essais de Douglas Jerrold, un de 1841, alors excusez-moi, je lis mes notes pour les titres anglais. How Mr. je peux même pas parce que c'est trop un manque de respect, j'écris ici. Et un autre essai de 1843, pareil, le titre apparaît là, sinon c'est trop du manque de respect avec mon accent. Mais plus largement, on peut facilement supposer que Dickens a été énormément influencé par beaucoup de contes de fées qu'il a étroitement reliés à Noël. Bon, alors ça c'était une petite partie sur les influences littéraires, mais autre chose qui a énormément influencé Charles, c'est les influences sociales. Dickens a vraiment été très touché par le sort des enfants pauvres au milieu du 19e siècle. Au début de 1843, il visita les mines d'étain de Cornouailles, où il était très irrité, et encore irrité je pense c'est un euphémisme, en voyant des enfants travailler dans des conditions épouvantables. Je passe évidemment sur les détails, mais je vous encourage vivement à faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Et la souffrance dont il a été témoin a été renforcée par une visite à la Field Lane Ragged School, l'une des nombreuses écoles à Londres mises en place pour l'éducation des enfants des rues analphabètes à moitié affamés de la capitale. Dans un discours de collecte de fonds, le 5 octobre 1843 à Manchester, désolé, franchement désolé. Dickens a exhorté les travailleurs et les employeurs à s'unir pour combattre l'ignorance par une réforme de l'éducation, et a réalisé dans les jours qui ont suivi que le moyen le plus efficace pour toucher une plus large partie de la population avec ses préoccupations sociales au sujet de la pauvreté et de l'injustice était d'écrire un récit de Noël profondément ressenti, plutôt que de longs discours et des essais polémiques. Voilà ce qu'avait Charles Dickens quand il a commencé à écrire ou à imaginer Christmas Carol. Aider les enfants démunis
et même les pauvres de manière générale. Maintenant, il faut écrire l'histoire. Et au milieu de 1843, Dickens commence à souffrir de problèmes financiers. Les ventes de son dernier livre diminuaient, et sa femme Catherine était enceinte de leur 5e enfant. Les choses se sont aggravées lorsque Chapman et Hall, ses éditeurs, ont menacé de réduire ses ventes mensuelles de $50 si ses ventes continuaient à chuter. Il a donc commencé Christmas Carol en octobre 1843, et ce conte a été achevé en 6 semaines. C'est quand même plutôt rapide. Les dernières pages étant écrites au début décembre 1843. Il a construit une grande partie du travail dans sa tête, tout en faisant des promenades nocturnes dans Londres. Alors, des promenades nocturnes quand même de 24 à 32 km. La sœur de Dickens, d'ailleurs, a décrit comment il, et ce sont ses mots, pleurait, riait, pleurait à nouveau et s'excitait d'une manière des plus extraordinaires dans la composition. Michael Slater, le biographe de Dickens, lui décrit le livre comme étant écrit à la chaleur blanche. Et il a également dit plus tard que Christmas Carol était destiné à ouvrir le cœur de ses lecteurs à ceux qui luttent pour survivre aux échelons inférieurs de l'échelle économique et à encourager la bienveillance pratique, mais aussi à avertir du terrible danger pour la société créé par la tolérance de l'ignorance généralisée et du besoin parmi les pauvres. Maintenant parlons de ce qui, personnellement, m'intéresse souvent le plus dans une histoire. Les personnages. Et surtout, comment est-ce que l'auteur a eu l'idée pour ces personnages. Alors il n'y a pas forcément d'histoire incroyable sur la création des personnages, juste quelques anecdotes drôles que je voulais vous partager. Alors évidemment, vous l'aurez compris, le personnage principal, le personnage central de Christmas Carol est Ebenezer Scrooge. Et alors le nom de ce personnage ne vient pas de nulle part. Enfin, si, un peu quand même. Le nom Ebenezer Scrooge vient d'une pierre tombale que Dickens avait vue lors d'une visite à Édimbourg. La tombe était pour un certain Ebenezer Lennox Scrooge. Excusez-moi, là, pardon, excusez-moi de massacrer le nom, hein, mais voilà. Et franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait rire que le gars, il voit une pierre tombale avec un nom, il se dit, je vais le reprendre pour écrire une histoire. Et du coup, je me dis, cette personne, si elle a eu des enfants ou des frères ou des sœurs qui ont eu des enfants, il y a du coup sûrement, il y a des ancêtres de Ebenezer Scrooge, je crois, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, petite anecdote de la vie de Dickens. Quand Dickens était plus jeune, il vivait près des locaux d'un commerçant avec l'enseigne Goodge & Marney. Et évidemment, vous l'aurez vu, Marney, ça ressemble fortement à Marley, l'ancien partenaire de Scrooge. Et probablement l'un des personnages préférés de ce conte, Tiny Tim, ne vient pas de nulle part non plus. Alors lui, il ne vient vraiment pas de nulle part. Dickens s'est inspiré de son neveu Henry, un petit garçon handicapé qui avait 5 ans quand est sorti Christmas Carol. Et donc il s'est principalement inspiré de son neveu au niveau du caractère. Alors c'est les seules anecdotes vraiment intéressantes que j'ai trouvées, mais maintenant ça y est, Dickens a toutes ses influences, il a écrit son bouquin, maintenant on doit passer à la publication du livre. À la suite des désaccords avec Chapman et Hall sur le précédent livre de Dickens, Martin, nom de famille imprononçable, Dickens s'est arrangé pour payer l'édition lui-même, en échange d'un pourcentage des bénéfices évidemment. Et évidemment, également, la production de Christmas Carol n'a pas été sans problème. Elle a même eu pas mal de petits soucis, principalement dus à Chapman et Hall. Hall, plutôt, peut-être. Mais c'est bon, le produit est terminé, tous les accords sont passés, Christmas Carol est prêt à être mis à la vente. Et d'ailleurs, ce produit final a été terminé 2 jours avant la date de publication du livre, le 19 décembre 1843. Le livre est donc vendu au prix de 5 shillings, ce qui aujourd'hui vaudrait à peu près 25 livres. Le premier tirage de 6000 exemplaires est entièrement vendu à la veille de Noël. Chapman et Hall ont publié la 2e et même 3e édition avant la fin de l'année. Et même après la nouvelle année, en 1844, le livre a continué à très bien se vendre. À la fin de 1844, 11 autres éditions ont été publiées. Et donc depuis sa publication initiale, le livre a été publié dans de nombreuses éditions, cartonnées ou de poche, traduit en plusieurs langues, et aujourd'hui, en 2020, on continue à parler de cette œuvre. C'est clairement le livre le plus populaire de Dickens aux États-Unis, et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le siècle suivant. Aujourd'hui, j'ose même pas imaginer à combien d'exemplaires on est. Mais avant, on va parler des premières performances adaptations de Christmas Carol. En 1849, Dickens n'avait ni le temps, ni l'envie surtout de produire un autre livre de Noël. Il a décidé que la meilleure manière d'atteindre son public avec sa philosophie de Carol, apparemment c'est lui-même qui appelait ça comme ça, était par des lectures publiques. Pendant Noël 1853, Dickens a donné une lecture à l'hôtel de ville de Birmingham. Et la représentation a été un énorme succès. Par la suite, il a continué ses lectures et a lu le conte, en version abrégée,
environ 127 fois, jusqu'en 1870, l'année de sa mort, et il a également lu ce conte à sa représentation d'adieu. Et en ce qui concerne la scène, le roman est adapté presque immédiatement. À la fin de février 1844, 8 productions théâtrales rivales jouaient Christmas Carol à Londres en même temps. Et évidemment, l'histoire a été adaptée au cinéma et à la télévision. D'ailleurs, elle a été adaptée plus que n'importe quelle œuvre de Charles Dickens et est célébrée pour sa grande quantité d'adaptations. Non, attendez, pardon, j'en fais. Et est célébrée pour sa grande quantité d'adaptations. L'un des premiers films, si ce n'est le premier film, il me semble, est sorti en 1901. Un film britannique silencieux en noir et blanc. C'était l'une des premières adaptations connues d'une œuvre de Charles Dickens en film. Même si aujourd'hui, cette adaptation est largement perdue et noyée sous toutes les autres adaptations qu'on a eues. L'histoire a également été adaptée en 1923 pour la radio BBC. Bon, hormis le théâtre, le cinéma et la radio, l'histoire a évidemment été adaptée à d'autres médias. Principalement l'opéra, le ballet, l'animation et les comédies musicales. Beaucoup considèrent au final que les adaptations sont devenues plus mémorables que l'original. Un peu comme les rares remakes de films qui sont meilleurs que l'original, même si c'est très rare. À vrai dire, certaines scènes de Dickens sont même oubliées et des scènes très connues ne figuraient pas dans le conte original. Comme une scène où Scrooge va rendre visite à des mineurs avec l'esprit du Noël présent, ou une scène avec des gardiens de phare. Et alors celle-là, je ne la connais absolument pas, je ne vois pas quelle scène c'est, mais apparemment c'était une scène du conte original complètement oubliée. Et à contrario de ces scènes oubliées, il y a eu des scènes rajoutées. Comme par exemple, qui est une scène que personnellement j'adore, une scène avec l'esprit de Noël où Scrooge va rendre visite à la famille Cratchit le jour de Noël. Cette scène ne figure pas dans le conte original. Personnellement, c'est une de mes scènes mes préférées en fait, donc... Voilà, je ne sais pas si vous le saviez, je vous l'apprends, cette scène ne figurait pas dans le conte original. Mais maintenant, cette scène, ainsi que quelques autres, sont considérées par beaucoup comme faisant partie du conte de l'histoire originale. Et c'est là qu'on peut très bien faire la distinction entre le texte original et la version mémorisée. Un peu comme avec les Disney en somme. Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Cendrillon. Beaucoup considèrent les adaptations Disney comme le conte original, comme l'histoire, du moins l'histoire officielle de Cendrillon, La Belle et la Bête, Blanche-Neige et tout, malgré que les contes originaux, non, il y a beaucoup d'éléments en moins. Il y a même certaines histoires comme Blanche-Neige où on n'est même pas sûr de qu'est-ce que racontait le conte original. Parce qu'au final, Blanche-Neige, après Disney, l'adaptation la plus connue, c'est celle des frères Grimm. Mais même celle-là n'était pas la première faite. Beaucoup d'histoires qui ont des versions connues, mais dont, limite, on ignore la version originale. Et maintenant, on va rentrer dans la dernière partie de cette vidéo, l'héritage, qu'est-ce que ce conte nous a laissé. Alors autant qu'est-ce que ce conte a laissé quelques mois après sa sortie, que qu'est-ce que ce conte nous a laissé à nous presque 200 ans plus tard. Alors déjà, premièrement, l'expression « Joyeux Noël ». Alors oui, non, Charles Dickens n'a pas inventé l'expression « Joyeux Noël », mais franchement, il l'a grandement popularisé et ça, j'en avais aucune idée. Alors la première utilisation connue de l'expression « Joyeux Noël » était une utilisation écrite dans une lettre de 1534. Quand même. Mais Dickens l'a popularisé comme jamais. Du moins, parmi le public victorien. L'exclamation « Bah, humbug » est entrée dans l'usage populaire dans la langue anglaise, comme réplique à tout ce qui est trop sentimental ou trop festif. Et d'ailleurs, le nom Scrooge a quand même été ajouté à l'Oxford English Dictionary en tant que tel en 1882. C'est pas rien quand même. Russ Glancy, professeur de littérature anglaise, déclare que le plus grand impact de A Christmas Carol a été l'influence ressentie par les lecteurs individuels. Pour vous citer quelques exemples de qu'est-ce qu'a provoqué Christmas Carol après sa sortie, au début de 1844, le Gentleman's Magazine a remarqué et noté une nette augmentation de dons de charité en Grande-Bretagne, très clairement due à la nouvelle de Dickens. En 1874, Robert Louis Steven, un mec lambda mais qui je pense devait avoir un sacré paquet de thunes, après avoir lu le conte de Dickens, jura de donner généreusement à ceux qui en avaient besoin. Et Thomas Carlyle, encore un mec un peu lambda mais avec un sacré paquet de thunes probablement, alors par contre si c'est des mecs ultra connus, là je me tape la honte, clairement, mais c'est pas grave, a quant à lui exprimé une hospitalité généreuse en organisant 2 dîners de Noël après avoir lu les livres. En 1867, un homme d'affaires américain a été tellement ému en écoutant une lecture du conte qu'il a fermé son usine le jour de Noël et a envoyé à chacun de ses employés une dinde. Bon, fermer son usine le jour de Noël, aujourd'hui, ça paraît normal. Mais, à mon avis, je pense que ça devait pas être le genre de la famille là-bas, quoi. Pendant que dans les premières années du XXe siècle,
Maud du Pays de Galles, ou la reine de Norvège, a envoyé des cadeaux aux enfants estropiés de Londres, signés avec l'amour de Tiny Tim. Alors ce qui est quand même chelou, c'est que c'est quand même un peu émouvant de voir des gens donner des cadeaux comme ça. Du coup je souris en lisant le terme enfant estropié quand même. J'ai souri en lisant les deux mots enfant et estropié. Tout va bien. Et enfin, pour conclure cette vidéo, on peut analyser les changements apportés aux différentes adaptations au fil du temps. On peut voir des changements dans l'orientation de l'histoire et même de ses personnages, pour refléter la pensée dominante de la période. Alors que le public victorien de Dickens aurait considéré le conte comme une parabole spirituelle mais laïque, au début du XXe siècle, il est devenu une histoire pour enfants, lue par des parents qui se souviennent que leurs parents leur avaient lu ce même conte quand ils étaient jeunes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le sapin, les cadeaux et la bûche de Noël. Et moi je vous dis à la prochaine, boujou et joyeux Noël.